Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement. Ça va de l'investissement immobilier à l'investissement boursier, en passant par les cryptos et l'entrepreneuriat, parce qu'à mon sens, l'entrepreneuriat et l'immobilier sont étroitement liés. Donc le but est de rendre accessible à vous le plus de valeur possible en lien avec ce thème assez vaste qu'est l'investissement, et aussi le thème assez vaste aussi qu'est l'entrepreneuriat. Donc je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec ces deux mondes-là. Mais cette semaine, je vais faire c'est un épisode en solo parce que sur Instagram, j'avais fait un petit sondage par rapport à l'achat de sa résidence principale, en fait, la construction d'une maison. Et j'avais demandé, est-ce que ça vous intéresserait un épisode du podcast sur les différentes galères rencontrées et les pièges à éviter quand on veut construire une maison? Voilà, je trouvais que c'était approprié. Je voulais savoir si ça a intéressé du monde ou pas, parce que comme on est en train de construire notre résidence principale, là, le terrassier est passé faire voilà, le terrassement. Il n'y a pas encore les fondations ou quoi que ce soit, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant, parce que comme on a déjà fait construire une maison une première fois, c'était en 2012, je crois. C'est ça, c'était en 2012. Et puis, aussi, on avait acheté un appartement sur plan, et puis là, on refait construire. Donc, je trouvais que c'était intéressant de parler de ça et de voir en fait ce qui était les différentes galères qu'on pourrait rencontrer quand on veut faire construire une maison. Alors, je me suis dit, est-ce que je raconte un peu ce qui s'est passé et après, et un petit topo sur les pièges ou ce qu'il faudrait ou à quoi il faudrait penser pour construire une maison. Mais je me suis dit, tiens, je vais peut-être commencer par raconter un peu comment ça s'est passé pour nous jusqu'ici, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore terminé la construction. J'ai pas allé sur la première construction, sur les deux premières constructions parce que voilà, c'est un peu lointain. Et puis là, je pense que c'est peut-être un peu plus récent, donc c'est peut-être un peu plus approprié de parler de celle-ci. Donc, comment ça s'est passé au départ? On cherchait un terrain dans une zone précise et on n'en trouvait pas. On ne trouvait pas de terrain. Ou, euh, ou sinon, c'était pas dans la ville qu'on voulait, qu'on recherchait, parce qu'on voulait. Quand j'ai dit une zone précise, en fait, on cherchait dans une ville précisément. Mais après, on s'est dit, si on ne trouve pas dans cette ville-là, on va aller aux alentours. Mais on voulait quand même précisément cette ville-là parce il y a le train qui va à Paris. Il y a l'accès à une voie rapide très rapidement. Il y a des écoles. Il y a un lycée à un quart d'heure à pied. En voiture, on met peut-être, je sais pas, 2 minutes, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment une ville qu'on recherchait. Donc, on a recherché précisément dans cette ville-là, même si on cherchait dans d'autres, dans les villes limitrophes, mais quand même, on se résignait pas à aller dans ces villes-là. Mais bon, c'est quand même une ville où il y a très peu de terrain, même s'il y a de l'espace, mais il y a très peu de terrain à vendre. Et on a trouvé un terrain qui nous plaisait, mais finalement, ça allait pas. Après, on avait trouvé auparavant, on avait le contact en fait d'un commercial qui travaillait pour un constructeur de maisons individuelles, parce on avait voulu faire un projet juste avant qui n'avait pas fonctionné parce que la ville avait préempté le terrain qu'on voulait acheter. Donc ce commercial-là, il nous a dit, bah, j'ai peut-être trois terrains qui pourraient vous intéresser. Donc on est allé voir. Il y avait un terrain, c'était une division. Donc en fait, c'était la personne qui habitait là qui vendait et qui donc a voulu diviser au lieu de revendre sa maison avec le terrain. Elle a vendu sa maison avec une partie du terrain et après elle a divisé l'autre partie du terrain en deux terrains. Voilà. Donc en fait, elle vendait sa maison en trois lots plutôt que en un seul lot. Donc là, alors, le problème, c'était que c'était un peu, enfin, la superficie du terrain n'était pas assez grande pour ce qu'on voulait. Et puis même, comment le terrain était agencé, c'était pas ce qu'on recherchait non plus. On a été voir un autre terrain.
c'était un peu similaire, sauf que c'était une personne qui ne déménageait pas. Et en fait, elle a juste découpé son terrain pour vendre une partie de son terrain, parce que son terrain était très grand. Et après, là, c'était pareil. Ce qui nous bloquait, c'était que c'était loin de tout. Il n'y avait pas de transport accessible facilement, ni de commerce, ni d'école. En fait, voilà, c'était très compliqué. Et il y avait un autre terrain, donc il nous a pas dit, parce que... Alors, pour la petite histoire, en fait, je lui avais dit, oui, j'avais vu un terrain dans cette ville-là, mais l'agent immobilier... En fait, j'avais appelé un agent immobilier, et l'agent immobilier nous avait dit, alors, j'ai un terrain, voilà, le terrain pour lequel... Enfin, vous m'appelez pour un terrain. Ce terrain-là, oui, je l'ai en portefeuille, sauf qu'il est un peu bizarre. Donc, je vous envoie les photos avant, enfin les photos, le plan avant, et vous verrez si vous venez le visiter ou pas. Alors voilà, bon. Petit tips pour les agents immobiliers, c'est alors tout ce qu'il faut pas faire, parce que comme elle m'a tellement bien vendu ce terrain qu'on n'a même pas été le visiter. Et donc, j'en avais parlé au commercial en question, et ce commercial-là, il nous avait dit, ben, finalement, j'ai un terrain, mais il nous a pas dit que c'était ce terrain-là, parce que j'avais déjà parlé de ce terrain en question, et je lui avais dit que moi, ça m'intéressait pas, parce que d'après ce que j'avais vu sur le plan, il restait pas, enfin, on savait pas combien en fait, il y a une allée qui est assez grande, et il y avait aucune indication sur le plan sur combien il allait rester de terrain effectivement. Donc, en fait, comme nous, on recherchait un terrain de plus de 500 mètres carrés, et qu'on n'avait aucune indication sur le fait que le terrain soit plus ou moins grand que, voilà, de plus ou moins 500 mètres carrés. Donc, on n'avait pas du tout été visité. Mais le commercial nous dit, bon, ben, je vous montre quand même le terrain, je vous montre un terrain, mais vous verrez, il est un peu atypique, mais voilà. Il faut voir avant de se faire une idée. Donc, on y va. À ma grande surprise, c'était le terrain que je voulais pas visiter, mais qui s'est avéré très très bien. Et donc c'est sur ce terrain-là qu'on s'est positionné parce que c'était dans la ville précisément qu'on recherchait. Donc voilà. Alors là, c'était la spécificité de ce terrain, c'est que c'était un grand terrain à la base de 4000 mètres carrés, et c'était un marchand de biens qui l'a divisé en trois, et donc il a revendu en trois lots. Et donc nous, c'était le troisième lot. Donc le souci qu'on a eu, c'était que je ne sais pas ce qu'il a vu comme problème, le marchand de biens, avec des potentiels acquéreurs. Peut-être qu'il y a eu des acquéreurs qui n'ont pas réussi à avoir leur financement, je ne sais pas. Mais il était très difficile et très rigoureux sur pas mal de choses. Notamment, il voulait absolument qu'on ait un projet de construction pour pouvoir acheter ce terrain-là. Donc, il fallait absolument qu'on lui prouve qu'on pouvait implanter une maison sur le terrain pour qu'il puisse, entre guillemets, valider la vente et qu'on puisse passer au compromis. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça, je vous le raconte rapidement, mais ça a pris, allez, je dirais, facilement 2, 3 mois entre le moment où on a visité le terrain et le moment où on a signé le compromis. Donc après la signature du compromis, bien sûr, bon, il y a le financement. Bon, ça s'est bien passé pour le financement. On n'a pas eu de soucis. Même si ça commençait à être un peu compliqué, on va dire, de financer, ouais, de financer des projets immobiliers, mais c'était pas encore à la hauteur de ce qui s'est passé en 2022. Donc après, voilà, on était à ce niveau-là, donc on a réussi à avoir notre financement. Entre-temps, on a déposé un permis de construire à la mairie. Et c'est ce qui nous a fait perdre pas mal de temps, parce on a déposé un permis de construire. Si je me trompe pas, c'était fin août ou début septembre 2021. Donc là, on est en 2023, juste pour vous donner une idée du délai. Donc, en septembre 2021, on va dire. Donc, normalement, on avait jusqu'à je crois, janvier, voilà, pour tout mettre en ordre et pour pouvoir signer l'achat définitif du terrain. Sauf que on a eu un incomplet, c'est-à-dire que euh, les documents ont été envoyés par le constructeur à la mairie, ont été déposés à la mairie par le commercial du constructeur. Sauf que la mairie nous dit qu'il y a un document qui manque. Donc, le délai de 2 mois, parce qu'en fait, c'est 2 mois, ils ont 2 mois pour traiter
une demande de permis de construire. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on était au mois d'octobre. Donc, le délai quand on reçoit l'incomplet, donc le fait qu'il faut renvoyer un document, et ben, quand on renvoie le document, 2 mois, les 2 mois, voilà, pour instruire le dossier, pour pouvoir savoir si le permis de construire est accepté ou pas, repartent. Donc, à partir du mois d'octobre, finalement, c'était plus fin octobre qu'on avait comme délai, mais comme ça a été renvoyé mi-octobre, eh ben, le délai a été de 2 mois de plus, donc finalement, décembre. Et courant fin novembre, on reçoit un autre courrier disant qu'il y a encore un incomplet. Cette fois-ci, c'était parce que sur le plan n'apparaissaient plus certaines choses. Donc la mairie ne voulait pas valider un plan qui n'était pas similaire au plan initial. Donc il a fallu refaire ou en tout cas modifier le plan pour renvoyer à la mairie. Ce qui a fait encore repousser le délai de 2 mois, ce qui nous amène à mi-janvier, non, ouais, fin janvier 2022. Donc, fin janvier en sachant que, bien sûr, ils auraient peut-être pu faire un petit peu plus vite, ne pas attendre les 2 mois de délai pour nous, pour instruire le dossier, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, finalement, c'était tellement long que fin janvier 2022, ils nous ont pas renvoyé de documents disant que le permis de construire est accepté. Mais comme le délai avait été dépassé, le permis a été accepté tacitement. Donc, quand le permis est accepté tacitement, ce qui est très important de faire, c'est de le notifier à la mairie et que la mairie vous renvoie un document disant que le permis de construire a été accepté tacitement. Parce que si ce document, vous ne l'avez pas, ben, c'est comme si le permis n'a pas été accepté finalement, parce qu'il n'y a aucun document qui prouve que vous avez que le permis de construire a été accepté. Donc finalement, après, vous pouvez avoir des problèmes plus ou moins importants avec ça. Donc après, il a fallu trouver une date pour pouvoir signer l'achat définitif du terrain, et je crois que c'était, dans mes souvenirs, en mars, en mars 2022. Donc voilà, donc jusqu'ici, pas de problème. On s'est dit, bon, on va commencer à construire. En tout cas, ils vont commencer à construire la maison peut-être dans 2, 3 mois. Sauf que c'est un terrain qui n'était pas viabilisé, donc il a fallu le faire viabiliser. Mais au départ, on nous disait que c'était 2, 3 mois de délai pour pouvoir faire en sorte que la SOR, donc la société qui viabilise le terrain, vienne sur le terrain pour le viabiliser, justement. Sauf que quand on les a appelés, ils nous ont dit qu'ils avaient euh, 6 mois de délai. Non, non, au début, c'était pas 6 mois de délai, c'était 4 mois de délai. Et après, elle nous a dit que c'était plutôt 6 mois de délai. Donc, je crois qu'on les avait appelés au mois d'avril. Donc, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Mais il y avait un détail qu'on n'avait pas, c'est que quand on appelle cette société-là, donc la SOR, pour dire voilà, qu'on voudrait viabiliser le terrain, le délai donc des 6 mois démarre à partir du moment où ils reçoivent la compte. Donc, il faut prendre un rendez-vous avec le chef de chantier pour que le chef de chantier vienne regarder ce qui doit être fait et fasse un devis. Donc, le délai n'a pas encore démarré. Donc, nous, on avait demandé, je crois que c'était au mois d'avril qu'on avait appelé. On a eu un rendez-vous avec le chef de chantier au mois de juin. Il nous a fait un devis. Le devis, on l'a reçu fin juin. Et le temps de faire les chèques et de les envoyer. Donc, le délai de 6 mois a démarré au mois de juillet. Donc, je vous explique pas comment on était ravis de savoir que finalement, on n'allait pas démarrer comme on le pensait, peut-être au mois d'août, parce qu'on s'est dit, bon, on est positif, on va peut-être pouvoir démarrer avant les 6 mois. Et finalement, les 6 mois couraient jusqu'au mois de décembre. Donc, on n'aurait pas pu démarrer euh, la construction de la maison avant le mois de décembre. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous appelle, on nous contacte, je ne sais plus si on nous appelle, on nous envoie un mail en disant,
Oui, en gros, on a oublié de vous le dire, mais comme la maison va être en limite de propriété, il faut demander finalement un droit de passage au voisin. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, ça arrive souvent. Et puis, il y a aucun souci, les voisins en général sont d'accord. Sauf que notre voisin n'était pas d'accord avec ça. Donc lui, il restait sur ses positions. Alors déjà, avant de vous dire ça, euh, on n'avait pas le nom du voisin. Donc il fallait juste qu'on aille voir le voisin, euh, voilà, pour lui dire que voilà, la maison allait être en limite de propriété. Sauf que le voisin que nous on pensait que c'était un certain voisin, c'était un autre voisin. Donc ce voisin en question était en vacances, donc on a entendu qu'il revienne de vacances pour lui demander en fait s'il était d'accord qu'on passe sur son terrain et même qu'on coupe ses haies et après qu'on replante ses haies pour, voilà, pour construire la maison. Et quand ils sont revenus de vacances, moi je suis allé les voir et ils me disent, mais en fait non, c'est pas nous parce que vous n'êtes pas du tout sur notre terrain à nous. La maison, elle sera collée au terrain du voisin. Donc déjà, on avait perdu un mois. Après ces un mois, donc on avait perdu, on a été voir le voisin d'à côté, donc voilà, qui était vraiment concerné par la question. Au début, il est un peu réticent. Et après, il dit, ouais, d'accord, pas de problème, mais par contre, il faut que je vois avec mes frères et sœurs. Et après, il nous recontacte en nous disant, ben non, on n'est pas d'accord, que vous passiez par notre terrain, que vous coupiez les haies, etc. Donc, il faudra faire autrement, vous débrouiller, mais voilà, on n'est pas d'accord. Donc, là, un dilemme se pose. Est-ce que on entre dans un combat avec le voisin, combat entre guillemets, hein, c'est pas un combat physique, avec le voisin pour qu'il accepte, ou est-ce qu'on met la pression plutôt au constructeur pour qu'il trouve une solution? Donc nous, on a décidé de mettre plutôt la pression au constructeur pour qu'il trouve une solution parce que c'est un peu dommage de commencer ces relations de voisinage en étant fâché avec son voisin. Et en plus, ma femme dit, bah, enfin, nous a fait raisonner en disant que bah, si on venait voilà, chez nous et puis qu'on avait une haie qui était là depuis des années, est-ce qu'on aurait aimé que quelqu'un vienne couper la haie, même si il nous promet de remettre une haie à la place, mais ce sera jamais la même chose que ce qu'on avait avant. Donc elle me dit, bah, moi je comprends qu'il ne veut pas qu'on coupe sa haie, mais au moins peut-être lui demander s'il pouvait nous laisser enlever sa clôture, parce que finalement, la clôture va être remplacée par le mur de de la maison. Mais bon, ça, il a refusé aussi. Donc après, bon, bah, on a demandé au constructeur de trouver une solution. Donc ils ont essayé de chercher, voilà, de trouver une solution. Ils cherchaient un peu partout comment faire. Ils ont même essayé de voir si on pouvait pas monter un mur ailleurs, mettre le crépi ailleurs, et puis après amener le mur tout fait sur le terrain et le poser comme ça, le mur qui était en limite de propriété. Mais c'était pas possible parce que il y aurait quand même eu des joints à faire, et ces joints-là auraient, enfin, pour faire ces joints-là, on aurait été obligé, ils auraient été obligés de passer par le terrain du voisin, ce qui n'était pas possible. Donc au bout de, alors on était au mois de septembre quand on a eu voilà, cette discussion avec le voisin. Au bout de 4 mois, 3 mois, non, au bout de 3 mois, je crois. Bon, il trouve une solution. Non, au bout de 4 mois, hein, il trouve une solution. Donc la solution, c'est c'est de monter le mur, voilà, en parpaing, et petit à petit de faire le crépi à la main, voilà, au lieu d'attendre que le mur soit complètement monté et de faire le crépi à la fin, en pulvérisant le crépi sur le mur. Donc en fait, ce serait un crépi qui sera fait à la main. Donc voilà une solution qui a été faite, euh, proposée et qu'on a acceptée. Et voilà, en fait, ça nous a retardé. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que finalement, la viabilisation du terrain, ça aurait été plutôt au mois de décembre. Mais le truc, c'est qu'on aurait pu démarrer la construction au mois de septembre en nous arrangeant avec le voisin parce qu'en fait, pour commencer, il faut de l'eau. Donc, on aurait pu s'arranger avec le voisin pour payer la consommation d'eau et prendre son eau et finalement démarrer le chantier au mois de septembre. Donc, c'est pour ça que je dis que ça nous a quand même retardé, parce que sans ce problème-là, on aurait pu, en s'arrangeant avec le voisin, bah, démarrer la construction au mois de septembre plutôt que de la démarrer au mois de janvier comme on l'a démarré là.
il y a peut-être une semaine au moment où j'enregistre cet épisode-là. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, c'est très long. Ça peut être très long de construire une maison ou même d'acheter un appartement sur plan parce qu'il y a des aléas qui peuvent intervenir et dont on n'a pas pensé peut-être et qui peuvent ben, potentiellement nous mettre dans des difficultés. Ça n'a pas été notre cas parce que en fait, on a un délai quand même de déblocage de fonds qui est assez long. Donc, même avec ces problèmes-là, on ne sera pas confronté au fait d'avoir un crédit qui démarre alors qu'on n'est pas encore dans la maison. Mais ça peut être le cas de d'autres personnes. Donc, bien veiller à demander finalement au banquier d'avoir un délai assez long, finalement le plus long possible, voilà, pour se prémunir de ça, hein, en fait, un délai finalement pour démarrer le crédit le plus long possible. Ou sinon, il y a des banques qui démarrent, où on démarre en fait le paiement du crédit, donc effectivement, à partir du moment où on a fait le dernier déblocage de fonds. Donc, il y a des banques aussi comme ça dépend des banques, de la banque dans laquelle vous êtes, la banque qui vous accompagne. Parce qu'il y a des banques, finalement, à partir du moment où vous n'avez pas débloqué les dernières sommes, le crédit ne démarre pas. Donc, dans ces cas-là, bon, ça, quand même, ça protège quand même, mais toujours veiller quand même à avoir un délai assez long, par exemple 24 mois, pour pouvoir se protéger en cas d'imprévu, en cas de délai rallongé comme ça nous arrive. Parce que finalement, on aurait dû signer l'achat définitif du terrain au mois de janvier, voire début février 2022, ce qui n'a pas été fait. On aurait dû avoir une viabilisation du terrain au mois de peut-être avril 2022. Donc, on aurait dû démarrer la construction de la maison aux alentours, si tout se passait bien, aux alentours de avril-mai 2022. Sauf que on a démarré, au lieu de commencer en avril 2022, ben, on a démarré en janvier 2023. Donc ça fait que à partir du moment où on a trouvé le terrain, donc le terrain, on l'a trouvé, si je me souviens bien, ça devait être en avril. Ouais, ouais, c'est ça, c'est en avril 2021. Et là, la construction de la maison effective démarre en janvier 2023, donc pratiquement un an et demi juste pour démarrer la construction de la maison. Donc voilà, c'est important de penser à ça et de prendre toutes les précautions nécessaires pour pouvoir éviter les soucis et puis éviter les faillites personnelles aussi, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut, à quoi doit-on penser quand on veut construire une maison? Qu'est-ce qui peut voilà, être intéressant de voir? Déjà, il faudrait, dans l'idéal, passer par un constructeur de maisons individuelles. Parce que le constructeur de maisons individuelles, euh, en fait, il y a un contrat entre lui et nous, qu'on appelle un CCMI, un contrat de construction de maisons individuelles. C'est un contrat qui est régi finalement comment je pourrais dire ça, régi par des lois. Donc le constructeur est tenu à un résultat. Et si le constructeur ne délivre pas ceux qu'on a signés dans le CCMI, dans le contrat de construction de maison individuelle, il y aura ce sera, en fait, il y a des facilités pour saisir la justice et pour pouvoir défendre nos droits. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas quand on prend un constructeur qui n'est pas un constructeur de maison individuelle. Par exemple, si on passe par un maçon, attention, il y a des maçons qui sont très très bien, la majorité des maçons sont très bien, mais on peut tomber sur des gens peu scrupuleux qui peuvent nous prendre des acomptes et ne pas faire le travail demandé. Ça arrive malheureusement. Donc, pour se prémunir de ça, il vaut mieux passer par un constructeur de maisons individuelles. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, euh, parce que c'est sûr que de passer par un maçon, c'est beaucoup moins cher que de passer par un constructeur de maisons individuelles qui aura plus de charges, donc un prix plus élevé, mais il y aura quand même plus de garanties que quand on passe directement par un maçon. Après, pour choisir son constructeur de maison individuelle, il faut
dans l'idéal, mettre en concurrence plusieurs constructeurs de maisons individuelles et puis comparer les prix tout simplement. Comme quand on achète une voiture, comme quand on achète un lave-linge, comme quand on achète un smartphone. On compare les prix, on voit lequel est le mieux, lequel est un peu moins bien, le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est ce qu'il faut faire aussi voilà, quand on veut construire une maison. D'autant plus parce que c'est l'achat d'une maison, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que l'achat d'une voiture, que l'achat d'un smartphone, que l'achat d'une machine à laver. Donc, si on prend le temps de, de mettre en concurrence plusieurs marques pour ces achats-là, pourquoi on ne le ferait pas et pourquoi on ne prendrait même pas plus de temps pour mettre en concurrence plusieurs constructeurs de maisons individuelles? Voilà, ça c'est aussi quelque chose à faire. Et il faut aussi voir si l'apport demandé n'est pas trop élevé. Autre chose aussi, il y a des constructeurs de maisons individuelles, donc dans des commerciaux de constructeurs qui travaillent pour des constructeurs qui ne vont pas forcément respecter euh, le lieu dans lequel on recherche un terrain. Pour plusieurs raisons, peut-être qu'ils n'ont pas les terrains dans la zone précisément, ou peut-être qu'ils ont des terrains qu'ils ont du mal à vendre et qui préféreraient vous vendre plutôt que d'aller chercher des terrains qu'ils n'ont pas. Donc, quand vous avez recherché une zone, parce que voilà, quand on veut construire une maison, il faut rechercher une zone précise et chercher dans cette zone précise. Et quand vous avez cette zone-là, de vous éloigner le moins possible de cette zone. Et au début, être exigeant sur la zone dans laquelle vous voulez habiter. Voilà. S'il n'y a pas de terrain dans cette zone-là, pour l'instant, peut-être que ça arrivera plus tard, mais ne pas être pressé en disant, bon, c'est pas grave, j'habiterai ailleurs. Non, si vous avez fait euh, vos études de marché, entre guillemets, études de marché, vous avez regardé ce qui vous plaisait dans cette ville ou dans ce village et que c'est là que vous voulez habiter, eh ben, s'il n'y a pas de terrain, à ce moment-là, attendez un petit peu. Après, si vraiment vous avez un délai précis pour acheter ou pour construire, eh ben, peut-être éloignez-vous un petit peu peut-être de votre zone, mais au début, restez sur votre zone, restez cantonné à cette zone-là et après, voyez à partir du moment où vous n'avez peut-être euh, pas la capacité d'acheter parce que les terrains sont peut-être trop chers ou plus chers que vous le pensez, ou peut-être que les constructions sont plus chères que vous le pensiez aussi. Mais voilà, en tout cas, au début, toujours rester fixe sur ce que vous vouliez au départ. Aussi, pour revenir sur les voisins, bien vérifier si vous êtes en limite de propriété, bien sûr, bien vérifier que votre voisin est au courant que vous allez construire et bien vérifier que votre voisin est d'accord pour que vous passiez sur son terrain. Et si ce voisin n'est pas d'accord pour que vous passiez sur son terrain, ben, trouvez une solution avec le constructeur et voyez si le constructeur a une solution à vous donner. Et si le constructeur n'a pas de solution à vous donner, à vous de voir si vous continuez avec lui ou si vous allez voir un autre constructeur. Aussi, la chose à faire, c'est que avant de démarrer le chantier, bah, c'est bien de prévenir les voisins, déjà pour avoir une bonne relation de voisinage, de les prévenir, leur dire que le chantier va démarrer, surtout si c'est euh, une, euh, une allée étroite, voilà, peut-être que ce serait important de, de les prévenir parce que ça peut peut-être les gêner, peut-être que le camion sera obligé de stationner quelque temps devant chez eux ou sera peut-être à cheval voilà, sur leur entrée, etc. Donc au moins les prévenir et leur montrer que finalement vous avez de la considération pour eux. Donc voilà ce que je pouvais un peu dire en tout cas, la construction de maisons individuelles, en tout cas sur le début de cette construction. Après, je pourrais vous faire un autre épisode si vous avez envie hein, sur la construction en elle-même, parce que quand elle aura commencé, voilà, je pourrais un peu vous dire comment ça se passe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, en résumé, la construction de maisons individuelles ou après l'achat d'appartements sur plan hein, aussi, hein, ou même ou l'achat de, d'appartements ou de maisons sur plan ou en VFA, voilà, en état futur d'achèvement, et ben c'est que ça peut prendre plus de temps que prévu. Donc, toujours prévoir un délai supplémentaire, toujours aussi prévoir un budget supplémentaire et savoir que bah, potentiellement, on peut être confronté
entre guillemets, à des galères, il y a des pièges à éviter, il y a des questions à poser. Euh, il y a, faut toujours aussi ben, s'en tenir à, à ce qu'on voulait faire au départ, parce que c'est important, parce on peut se laisser emporter par l'envie de plein de choses. Mais après, est-ce qu'on aura la capacité de rembourser un prêt qui sera trop élevé? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser également. Est-ce qu'on est obligé d'aller au maximum de ces 35% d'endettement ou les dépasser? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas rester en dessous des 35% d'endettement, si possible? Bien sûr, si c'est pas possible, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais est-ce qu'on a la capacité de ne pas être au maximum de son endettement pour pouvoir se prémunir de plein de choses et pour pouvoir être plus à l'aise? Parce que finalement, quand on achète une maison individuelle, les charges de copropriété ne sont pas présentes, mais il faut quand même avoir de la trésorerie au cas où il y ait un souci, et il y aura des soucis. Alors là, il faut avoir de la trésorerie. Donc, c'est important de penser à tout ça, de penser au fait que quand on déménage, quand on achète une maison, quand on déménage peut-être assez loin de son lieu de travail, il y aura le carburant qu'il faudra prendre en compte, peut-être même l'assurance qui sera peut-être un peu plus élevée qu'il faudra prendre en compte. Le fait de rouler plus, ben, il faudra changer de véhicule plus souvent. Il faut prendre en compte aussi les différents euh, euh, points de dépenses qui vont être finalement obligatoires. La taxe foncière, l'électricité, l'eau, le gaz sont des dépenses qui sont obligatoires, entre guillemets. On peut essayer de les baisser un petit peu, essayer de faire des économies, mais dans tous les cas, on devra les payer parce que on utilise de l'eau, on utilise de l'électricité. Donc, ce sont des choses qu'il faudra rajouter finalement au crédit de la maison en question et en les rajoutant au crédit, on trouvera finalement la, la réelle somme qu'on devra sortir tous les mois. Je m'explique. Par exemple, vous avez acheté une maison individuelle, donc le crédit, c'est 1 000 € par mois. Eh ben, la somme que vous avez à sortir tous les mois ou que vous aurez à sortir tous les mois, c'est pas 1 000 €. C'est 1 000 € plus la taxe foncière, plus l'eau, plus l'électricité, plus l'assurance de la maison. Voilà, ce sont des choses qu'il faudra penser à calculer avant avant même de démarrer un projet immobilier, un projet de construction de maison. Et après, c'est valable aussi pour quelqu'un qui achète un appartement, qui était en location, par exemple, et qui achète un appartement, même si c'est pas un appartement neuf, mais il faut savoir qu'il y a des charges qui sont pratiquement immuables. Par exemple, la taxe foncière, c'est une charge immuable, on ne pourra pas la modifier. Euh, donc, ce sont des charges qu'il va falloir payer en plus de son crédit immobilier. Donc, il faut bien y penser parce que des fois, on entend que oui, euh, achetez votre maison pour pratiquement le même prix que votre loyer ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous cherchez une maison et vous voyez que cette maison-là, elle vous coûtera par mois, par exemple, 1 000 € et que vous, là, vous payez 1 000 € de loyer, il faut savoir que c'est 1 000 € plus les charges dont je vous parlais. Donc, si votre loyer, c'était charges comprises, 1 000 € charges comprises, et en plus, ça englobait le chauffage, il faut savoir que les 1 000 € que vous allez payer en crédit, ça va être hors euh, toute charge. C'est-à-dire que toutes les charges que vous avez à payer, ça va être en surplus. Il faut bien penser à ça pour pas se trouver dans une situation compliquée financièrement. Donc, bien faire ses calculs. Donc voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire. Après, il y a sûrement d'autres choses à dire. De toute façon, la construction de maisons individuelles, même l'achat d'une résidence principale ou l'achat de biens locatifs, c'est quelque chose, c'est un vaste sujet. On pourra en parler très longtemps. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la construction de maisons individuelles, des choses qu'on peut aussi appliquer sur ce que j'ai dit sur la fin de l'épisode euh, à, à l'achat d'un appartement dans l'ancien ou l'achat d'une maison dans l'ancien, parce que voilà, il y a des charges
Et ça, on n'en parle pas assez souvent. Il y a des charges qui vont s'ajouter au crédit. Par exemple, dans un appartement, bien faire attention aux charges de copropriété. Parce que, pareil, si vous avez 1000 euros de crédit à payer et que les charges de copropriété sont de 200 ou 300 euros, et ben, tous les mois, vous allez payer pas 1000, mais 1300, sans compter la taxe foncière. Voilà. Donc, c'est des choses à vérifier, des petites choses à vérifier, et qui vous permettront de peut-être d'ajuster un peu votre budget pour faire en sorte que toutes ces sommes-là rentrent dans votre budget, que ce soit pas quelque chose, finalement, l'achat de votre maison ou l'achat d'un appartement qui vous paraissait un peu comme un rêve ne devienne pas finalement un cauchemar après avoir réalisé ce que vous pensiez être un rêve. Donc voilà. Ben, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Ben, pour me retrouver, comme d'habitude, hein, sur Cash Cash Podcast, donc Cash Cash après tiré du 8 podcast sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif et où vous pouvez m'envoyer des messages, poser des questions, voilà, comme vous voulez. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et comme d'habitude, on se quitte en musique et je vous dis à bientôt. Dama banda gliare